Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolly Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolly Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolly Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolly Bump, rendez-vous sur notre site internet jollybump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Carole Tolila. Bonjour à tous. Bonjour Carole. Alors Carole, tu es journaliste télé, actuellement dans Silence ça pousse sur France 5 et tu as été aussi chroniqueuse pour les maternelles pendant 3 ans. C'est vrai. Et tu es la maman d'Edgar qui a 5 ans et demi et de Thelma qui a 2 ans. Oui. Pour commencer notre discussion, je voulais voir avec toi comment tu as appréhendé ton rôle de maman et est-ce que t'as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est fait? Alors j'ai toujours rêvé d'être maman. Je crois que vraiment c'était fait pour moi. Par contre, le jour où j'ai su que j'étais enceinte, j'ai un peu paniqué. C'était l'effet inverse. À vrai dire, je sais pas que j'ai paniqué, c'est que j'ai été dans le déni. J'étais malade, j'avais la nausée et Thomas me dit, mon mari, pardon, je vous présente mon mari Thomas, me dit écoute, il faut que tu fasses un test de grossesse. Et je dis mais non, je veux pas faire le test de grossesse, Et c'est lui qui allait acheter le test de grossesse et qui m'a donné ça dans les mains et qui m'a dit maintenant tu vas le faire, t'arrêtes tes conneries. Et j'ai fait le test de grossesse et j'étais enceinte. Donc une espèce de panique à bord quand en fait ça s'est révélé à moi en fait. D'accord. Okay. Mais sinon j'étais vraiment partie pour être mère. J'ai toujours l'impression qu'il fallait que je m'occupe des autres, donc s'occuper des enfants c'était parfait pour moi. Ah ouais, une suite logique en fait. Tout à fait. D'accord. Et justement alors ce que je trouve super intéressant c'est que tu as commencé en fait à être chroniqueuse dans les maternelles juste après l'arrivée de ton fils et du coup je me suis demandé si ça t'avait aidé à apprendre ton rôle de maman. Ah c'est la meilleure formation, on se sent toute seule. Oui, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que quand Edgar est arrivé, c'est quand même un gros chamboulement, mais le casting des maternelles, ça m'a vraiment aidé. Alors perso et effectivement dans ma vie de famille, parce que là on sort d'un congé mat, j'étais en télé, j'avais fait plusieurs jobs, mais c'est aléatoire quand on est journaliste, on est pigiste et c'est vrai que là je trouvais un boulot stable déjà parce que c'est une quotidienne et puis dans l'univers qui allait me correspondre. Parfait timing. À vrai dire, pour vous raconter, quand j'ai passé le casting des maternelles, je m'en souviens extrêmement bien parce que j'étais extrêmement stressée. C'était vraiment l'émission que je rêvais de faire depuis longtemps. Je la regardais avant, donc je me suis vraiment collé une pression de fou. Et je me souviens très bien qu'à minuit, la veille du casting, j'étais en larmes parce qu'il m'avait dit de faire une chronique système D. Donc il y avait un papier imposé sur comment préparer les vacances de son enfant. Donc ça, j'avais rédigé un truc et un papier libre. Ça, c'est un peu l'enfer quand on vous dit papier libre en casting, mais bon, on le fait quand même. Et là, je me suis dit, système D, moi j'étais tout le temps sur Pinterest, je me suis dit, c'est les loisirs créatifs. Pour moi, ça me paraissait super logique. Donc, je me suis mis à faire des hiboux en rouleau de papier toilette. Et à minuit, la veille d'un casting capital, quand t'es face à tes rouleaux de papier toilette, tu te mets à douter, en fait. Donc, voilà. Donc, oui, après, ça a été, quand je l'ai réussi, j'ai été extrêmement heureuse. Et après, ça m'a aidée au fur et à mesure parce que c'est toutes les thématiques qu'on souhaite aborder. On est au contact de plein de mamans. On s'entraide. Il y a Nathalie Le Breton qui était quand même la figure historique des maternelles et qui m'a beaucoup aidée et qui m'a donné un conseil que je vais donner maintenant, comme ça aide tout le monde. Génial. Ouais, quand même, ça peut aider. J'ai un petit garçon qui est parfait. C'est le petit garçon parfait qui respecte les règles, tout va bien et tout. Et du jour au lendemain, il s'est mis à faire des colères. Et on m'a dit, c'est normal, il n'arrive pas à gérer ses émotions. C'est ce que Nathalie Le Breton m'a expliqué. Elle m'a dit, surtout, tu ne dois pas aller dans le conflit, tu ne dois pas l'engueuler parce qu'il te fait une crise, parce que tu essaies de le raisonner. Tu dois vraiment lui parler comme tu expliquerais à un adulte. Donc, c'est-à-dire, écoute, Edgar, tu es en colère, tu mets des mots, en fait, tu es en colère, tu es triste, laisse sortir ta colère, ça va aller mieux, tu vas voir et tout, et tu restes calme. Et je vous jure, je l'ai fait le soir même, et ça a marché.
Et il avait quel âge? Du jour au lendemain. Il avait, du coup, c'était le début des deuxième année, je crois, des maternelles, donc il avait 2 ans. Ah ouais. Ouais. Super intéressant. Vers 2 ans et demi. D'accord. Et mais c'était marrant parce que c'est comme si vous reconnaissiez plus l'enfant que vous connaissez par cœur, en fait. Du jour au lendemain, comme si, voilà, il tapait des crises, quoi, d'un coup. Et en fait, le fait de lui dire, Edgar, t'as une colère, t'as du mal à la gérer, mais tu vas y arriver, c'est au fond de toi, laisse passer tes émotions, ça a marché. Voilà. Génial. Donc hyper bon conseil. Merci de transmettre ce conseil de Nathalie Brenon. Ça peut aider. Ah ouais, super. Franchement. Donc la meilleure formation les maternelles quoi. Ouais, voilà. J'avoue c'était les bonnes copines, la bonne formation et puis j'avais accès à tous les livres. Nathalie avait une assistante qui s'appelait Marine et qui nous laissait vraiment à dispo toute la bibliothèque des maternelles. Donc c'était cool. Et la rédaction des maternelles, faut savoir quand même que c'était il y avait des hommes, mais pas beaucoup. Mais il y avait quand même des hommes, mais il y avait quand même beaucoup de femmes et on a toutes bizarrement eu envie de faire des enfants, donc on était toutes un peu en même temps, donc on s'entraidait. Il y avait, je pense notamment à Magali qui venait me voir, qui ne dormait pas parce que son bébé avait du reflux et qui me disait tu peux pas m'aider à me donner aussi des conseils, comment tu faisais quand Edgar dormait pas? Et moi à l'inverse, quand j'ai vu tellement qu'il y a eu du reflux, je suis allée voir Magali, comment t'as fait avec ton reflux? Donc voilà, c'était non seulement l'émission, mais aussi ce qu'il y a derrière l'équipe. On était tous très investis dans ces sujets-là. T'en as un petit peu parlé, mais comment se sont déroulées tes grossesses? Je sais pas si elles ont été similaires, mais enfin, voilà. Non, elles l'ont pas été. Je pense que quand c'est votre premier enfant, il se passe plein de choses dans la tête d'une maman. On règle beaucoup de choses. On s'est projeté, comme on a dit, on voulait un enfant, ça y est, on y est. Mais c'est compliqué à gérer. Alors moi, je dirais que ma première grossesse, c'était vraiment... je passais par des phases d'euphorie, par des phases d'apprentissage, mais aussi des phases où je voulais pas changer ma vie. Donc j'ai énormément à ce moment-là travaillé. Je travaillais pour une chaîne qui s'appelait June à l'époque, qui était une chaîne féminine, où on tournait et il fallait souvent que je sois en talons, enfin assez mode quoi. Donc je m'habillais super court avec mes talons de 12 et alors que j'avais mon bidon quoi. Donc et je continuais à marcher, enfin bref, à faire 10 milliards de trucs la journée, à courir dans tous les sens. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça s'est soldé au bout de 6 mois à menace d'accouchement prématuré, donc il a fallu être alité. Donc c'est pour ça que je dis, il y a eu un peu tous les sentiments. J'étais très contente. En même temps, au début, on se dit, j'ai pas l'impression d'être enceinte, ça change pas grand-chose, donc on y va. Et après, on apprend ce que c'est une grossesse, quoi. Surtout quand on a une menace d'accouchement prématuré. Donc là, comme c'était ma première, j'ai flippé honnêtement sur cette menace d'accouchement parce que je savais pas trop. Enfin, en plus, il y avait des problèmes de logistique. Je devais accoucher à Nice, donc je pouvais pas prendre l'avion. Donc j'avais pas prévu de maternité à Paris, donc c'était ballot. Et mais bon voilà, donc grosse peur, mais après ça m'a aidé, je pense, à me mettre un peu, on pourrait dire, du plomb dans le cerveau parce que j'étais pas vraiment dans ma grossesse pour ma première grossesse. Pour ma deuxième, j'ai eu vraiment envie d'en profiter. En même temps, j'étais au maternel et j'ai décroché ce que je rêvais de faire depuis des années, c'est-à-dire une série en immersion à la maternité de Saint-Cloud où je suivais des accouchements. Et c'était le truc qui c'est le reportage qui me faisait rêver, c'était ce que je voulais faire, c'était un super projet, j'ai eu de la chance que mon producteur me le confie et une super équipe et du coup, c'est vrai que je voulais pas arrêter de travailler. Donc, j'ai eu l'impression de, comme ma première grossesse, de beaucoup travailler, mais en même temps, de plus en profiter et de me dire, attends, ok, ton travail c'est hyper important, mais par contre, écoute un peu ton corps. Le soir, je me posais, je caressais plus mon ventre. Enfin, j'essayais de me connecter plus avec mon bébé que ce que j'avais pu faire avec Edgar. Et en même temps, je trouvais que Thelma était très sage dans mon ventre. Enfin, je me suis dit, c'est une fille parce qu'elle comprend en fait que maman, elle a besoin de travailler, elle est déjà dans un truc. Mais oui, maman, on gère nos 2 carrières, perso, pro, tout va bien. Elle était trop sympa avec moi. Elle a pas bougé. Bon, elle aussi, menace d'accouchement prématuré. D'accord. La fille qui a toujours pas retenu la leçon, mais non, mais enfin, elle, c'était un autre cas, mais t'as été alitée aussi? J'ai été alitée. Et là, pour le coup, en fait, j'en rigole, mais tellement ça a été plus dangereux. Mais comme j'avais mon expérience d'Edgar, du coup, j'ai pas paniqué. Et comme ça revient à la première question. Comme j'avais été au maternel, comme j'avais tourné dans des hôpitaux, je n'ai pas paniqué parce que je connaissais leur process. Je pense que ce qui nous fait paniquer, surtout pour un accouchement, moi j'avais la phobie de mon accouchement, c'est qu'on connaît pas en fait les stades, comment ça se passe, le milieu. Moi j'avais passé déjà 5 mois au contact des sages-femmes. Tout ce que les médecins me disaient, c'était pas du charabia, et je savais ce qu'ils allaient faire. En fait, Thomas, qui est d'habitude plus cool, il a plus paniqué que moi parce que moi je savais qu'ils allaient faire ça, mettre tel médicament, telle procédure, machin. Et donc j'étais
plutôt relax. Mais c'est vrai que j'ai pas eu des grossesses long fleuve tranquille. J'étais très nauséeuse. Moi, le plus horrible, c'est du 2 au 4e mois. C'est l'enfer pour moi. Jusqu'au 4e. Ah non, mais c'est l'enfer. En fait, je sais que je suis enceinte parce que je commence à me sentir mal. Ouais, ça c'est dur. Voilà. Mais alors, petit conseil, parce qu'on est là dans les conseils et dans l'échange. Oui. En fait, moi, au début, j'étais tellement mal qu'il fallait tout le temps que je m'allonge. En fait, c'est une bêtise. Pour faire passer les nausées, il faut marcher. Il faut s'oxygéner. Donc, en fait, il faut vraiment que tu marches. Donc, au début, t'es là, je suis fatiguée, je suis pas bien et tout. Je me souviens, on était sur une île. On était aux Seychelles quand j'ai appris que j'étais enceinte. Et je regardais la mer. C'est horrible, hein, ça fait sale gosse, mais je vais le dire parce que je trouve ça quand même drôle. La mer bouger et ça me donne envie de vomir. J'étais là, je ne peux plus regarder la mer, alors que la fille elle est sur un paradis sur terre et elle ne peut plus regarder la mer. C'était quand même triste. Donc voilà. Donc mais c'est vrai que les nausées c'est terrible, ça vous gâche la vie. Et moi ça qui me mettait en colère. J'étais là, j'ai envie de l'image de la femme qui est magnifique, qui vient d'attendre, qui attend son enfant. Mais non, en fait, je suis immonde parce que j'ai goût à rien, j'ai envie de rien, je suis pas bien. Enfin, on est vraiment pas bien, quoi. Ouais. Et donc il faut marcher. D'accord. Alors ça, c'est un bon moi, conseil. ça a été le meilleur truc. D'accord. Et le gingembre peut plus du tout en manger aujourd'hui, parce qu'on vous dit au début de manger du gingembre, ça vous fait passer les nausées. Moi, ça ne fonctionnait pas. Ah ouais, du coup, ça t'a. C'était même l'effet inverse. Mais du coup, non, il faut. J'avais jamais entendu le conseil du gingembre non plus. Tu essayez. Hein. De toute façon, quand on n'est pas bien, on essaie tout. Hein. Il faut tout essayer. C'est ça. D'accord. Et du coup, alors, quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman pour la première fois? Quand j'ai vu Edgar. Tout de suite. Je dirais que quand je l'ai senti bouger, c'est vrai, il se passe quelque chose. Alors, au début, on guette. Les premiers mois, on guette. On dit que c'est des bulles, on sait pas ce que c'est les bulles. Mais après, quand ça arrive, c'est vrai qu'on sait exactement ce que c'est. Mais je pense, non, je me sentais quand même un petit peu maman, effectivement, quand je sentais bouger dans mon ventre. Mais quand je l'ai vu, c'était tellement magique, quoi. Ouais, ça a été immédiat, quoi. Je m'attendais à un bébé moche, parce que moi, j'étais moche quand j'étais bébé. Et il était tellement beau que ça m'a... Et en fait, je l'ai touché, il criait, et je l'ai touché, enfin, on me l'a collé sur la joue. Et c'est un peu vague, mais en tout cas, je sais que j'ai eu un contact avec lui, et il a arrêté de crier. Et ça, c'était... C'était trop beau. Ouais, trop beau. Ouais. Non, c'était un super. Après, c'est vrai que c'est marrant l'accouchement parce que je dis ça pour les filles qui l'ont pas vécu. On a tellement peur de l'accouchement, mais c'est tellement vrai qu'on sait faire. C'est fou. Enfin, moi, j'ai un souvenir de mon premier accouchement où j'étais sereine alors que je suis une fille méga anxieuse. Et en fait, c'est vrai. On sait quoi faire. Enfin, peut-être pas tout le monde. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu l'impression que mon corps, il allait savoir, que j'allais gravir cette montagne, que ça allait aller. C'était très étrange. C'est marrant, ça. Bon, après, j'ai accouché à Nice et du coup, je voyais la mer. Donc, peut-être que ça a eu un effet apaisant sur moi. Ouais, c'est possible aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, parce que je conseille à toute maternité d'avoir une fenêtre sur l'extérieur. Je trouve ça hyper important. Mais, et donc là, en fait, j'ai de la chance, la maternité de Nice a une vue sur la promenade des Anglais. Et moi, j'ai accouché tôt le matin. Donc, j'ai vu le soleil se lever. Ouais, génial. Bon, après, j'ai fini en césarienne d'urgence. Mais, j'ai pas vu le soleil jusqu'au bout. Mais, en tout cas, j'ai été hyper sereine malgré le truc rock'n'roll de mon accouchement. Ouais. Donc vraiment, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, mais relax les filles, vous allez y arriver. Ma prochaine question, c'est au sujet de ton corps de maman. Enfin, quel est ton rapport à ce corps, en fait, du coup, qui a apporté la vie, qui s'est peut-être modifié? Ça, c'est quand même compliqué. Alors, c'est marrant parce qu'on se dit, la peau, elle va craquer, c'est obligé, c'est improbable. Alors moi, je fais des gros bébés. Hein. Ouais. 4,5 kg mon premier, 4 kg la deuxième avec 3 semaines d'avance. Ah ouais. Donc c'est pas mal. Donc en plus je me dis mais ils vont me massacrer. Mais en fait c'est marrant parce que moi je peux être quand même stressée par le poids et donc c'est vrai que ma première grossesse en plus mon gynéco il m'a mis un peu la pression parce que je prenais beaucoup de poids et il m'a dit ça va pas aller, faut pas prendre du poids machin. Et ça m'a énormément stressée. En plus j'avais exclu plein d'aliments parce que j'ai été pas immunisée contre tout. Donc c'était l'enfer pour moi. Le rapport à la bouffe de ma première grossesse ça a été vraiment compliqué. J'étais en psychose permanente. Je peux pas manger au restaurant parce qu'il y a ça. Enfin, j'arrivais pas du tout à gérer en fait. Après, c'est marrant parce que je trouve que il faut vraiment 1 an pour retrouver son corps. Enfin, moi, c'est ça. Mais les deux, ça a été pareil. C'est-à-dire que je perds quand même assez vite. J'ai l'impression. Mais par contre j'ai allaité donc du coup mes seins c'est pas encore récupéré et après j'ai plus du tout de seins quand j'arrête d'allaiter, c'est une cata et au bout d'1 an je retrouve à peu près mon corps. Mais ça on n'est pas franchement il y a pas d'égalité pour toutes les femmes donc c'est dur, c'est
C'est un vrai problème, je trouve. Et puis aussi, c'est bête, mais l'allaitement, moi, j'adore ça, mais alors au niveau des seins, c'est vraiment problématique. Oui. Pour moi, j'ai eu des énormes seins, c'est douloureux, ça pèse, c'est compliqué. J'aimerais trop pouvoir allaiter en ayant des seins pas trop gros, cool. Je trouve ça génial d'allaiter, mais je trouve que quand même, c'est dur. Les soutiens-gorge sont moches, enfin ça c'est lourd, on se sent pas bien, on fuit, c'est un peu les désagréments. Mais j'adore allaiter, donc je suis toujours un peu tiraillée, quoi. D'accord. Le rapport au corps, moi c'est la vraie question qui se pose effectivement pour l'allaitement. Je le fais tout le temps parce que j'adore l'allaitement, mais c'est vrai que ça me coûte. On va dire. Et là, du coup, au bout d'un an, après tu te ressens, enfin tu te retrouves, au bout d'un an, tu te sens. Ouais. Et je suis contente de retrouver mon corps. Ouais. C'est marrant. Ouais. Et par contre, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai eu 2 cicatrices. Et on peut se dire, surtout la césarienne était en urgence, c'était un peu tendu à ce moment-là, donc j'en veux pas à mon chirurgien, mais elle était pas géniale. Et elle est pas très jolie. Et pourtant, c'est pas grave, en fait. Ouais. Je pense que, enfin, c'est vrai que ça, enfin, je me dis juste, il faut pas que mon mec me plante. Parce que je me vois pas montrer ma cicatrice à un autre. Mais c'est bizarre s'il écoute ça, mais on dira pas écouter. Mais on est en confidence entre filles. Mais c'est vrai que la cicatrice, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose parce qu'on marque notre corps, mais finalement, elles m'ont jamais dérangée, au contraire. Enfin, t'as eu 2 césariennes, en fait? Non, j'ai eu une césarienne d'urgence pour Edgar, mais j'étais un peu préparée parce qu'il était très gros et j'avais un gynéco génial qui a été assez joueur, qui m'a dit on joue le match, même s'il est gros, tu peux y arriver. Et il a tenté, mais en fait, il était mal placé, donc il a tout tenté, mais il a pas passé. Donc césarienne d'urgence, mais ça ne me dérangeait pas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont peur des césariennes. Moi, c'est marrant, ma mère avait accouché par césarienne, donc je n'avais pas du tout cette phobie-là. D'accord. Je peux la comprendre et tout, mais c'est vrai que moi, je suis même contente, parce que ma deuxième, donc, est accouchée par voie basse, et je suis contente d'avoir connu les 2 cas d'accouchement. Ouais. Je trouve que j'ai eu 2 accouchements. J'ai pas été volée d'un accouchement, comme ça peut arriver quand c'est une césarienne. Et je sais que ça fait souffrir beaucoup de femmes. Donc il faut vraiment qu'elles se préparent. Moi, je trouve le meilleur conseil souvent que je donne à des jeunes filles qui sont enceintes et qui sont sur le point d'accoucher, c'est quand même de l'avoir dans un coin de leur tête. Parce que j'en ai vu beaucoup, et celles qui n'envisageaient jamais la césarienne, c'est une extrême violence si ça arrive. Ouais. Je ne souhaite à personne. Mais c'est vrai que ça peut arriver, et que si on se l'est pas un petit peu mis en tête, il y a un truc psychologique qui se passe mal, et c'est vrai que comme on n'a pas anticipé, je pense que les filles on anticipe, et on se sent gâché, on sent que voilà, la situation est gâchée, alors que faut pas le vivre comme ça. C'est reste un accouchement. Pour moi, ça reste vraiment un accouchement et une belle rencontre avec mon bébé, même si il est pas sorti effectivement de manière normale, et que c'est plus médicalisé, effectivement, on le voit pas, il y a un drap, machin. Et Thelma, j'ai eu une cicatrice parce que j'ai eu un truc très rare. J'ai eu un problème à l'allaitement. Au bout d'1 semaine, je commençais à avoir des fièvres, et en fait, j'ai eu une sorte de kyste sur un des seins, et il a fallu opérer. Ça n'est pas parti, c'était problématique. D'accord. Et du coup, j'ai dû être opérée du sein. Donc chacun sa cicatrice, une balafre sur le sein et une balafre au bas du ventre. Voilà, nickel. Je suis bien, je suis très sexy. Mais du coup, tu disais, en fait, c'est pas grave, quoi. C'est pas, bah non. Ouais. Je pense que c'est pas grave. Après, et pourtant, je vous le dis, elle est pas terrible, mais ça fait partie de ma vie, voilà. Ouais. Ce sont mes tatouages à moi. C'est vrai. Je vais prendre ça comme ça. Bon. J'espère que je ne fais pas hurler les gens qui sont tatoués. Je trouve ça beaucoup plus beau, un tatouage. Hein, mais comme je ne suis pas tatouée, je me dis ça. Et est-ce que la maternité a changé ton rapport à la vie de façon générale? Pas vraiment. Honnêtement, pas vraiment. Après, je suis plus anxieuse ici, un truc. C'est quand je pars en tournage, je suis stressée. Je ferme ma porte, je me dis, j'espère que je reviens. Ouais. Parce que comme je vais je prends de la voiture, on fait 3h30 de voiture sur des autoroutes, voilà, forcément, on anticipe toujours le pire. Et quand je prends l'avion, ce genre de choses, voilà. Ça, c'est le truc, j'ai un petit garçon, mon premier, je le trouve très sensible, et je me dis toujours, il est très attaché à moi, il faut rien qui arrive, voilà, c'est tout. Après, non, ça m'a pas trop changé mon rapport à la vie. Je dirais que à l'adolescence, j'ai eu un face-à-face avec moi-même où je me suis donné ma philosophie de vie, et depuis, je m'y tiens. D'accord. Voilà. C'est pas les enfants qui m'ont bouleversé là-dessus. D'accord. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis. Le fait de se protéger soi-même, en fait, pour ses enfants, en fait. Ouais, tout à fait. Et alors, donc maintenant, on va parler de transmission. Et du coup, je voulais savoir quelles étaient les valeurs essentielles, ou s'il y en avait, que tu voudrais transmettre à tes enfants. Alors les valeurs, j'ai un esprit de famille très fort, esprit de pote aussi très fort, donc j'espère vraiment qu'ils auront ça dans leur vie. Mais après, les valeurs, je suis très respectueuse comme fille. J'aime bien que j'aime les autres, donc j'aime bien que mes enfants soient ouverts. Donc c'est vrai que pour l'instant Edgar est un peu timide, donc je lui prends la tête à dire tu regardes les gens dans les yeux, tu dis bonjour.
parce que j'aime bien qu'on soit tourné vers l'autre, qu'on fasse attention aux autres et qu'il y ait de la bienveillance. Donc voilà. Après, ils ont aussi, mais j'ai l'impression que ça c'est pour l'instant gagné. J'ai un rapport très fort avec mes frères et sœurs, avec mes cousins. Pour eux, il fallait vraiment pour moi que mes enfants s'entendent. C'est un truc hyper important. Ah oui, oui, bien sûr. Et ça, je leur répète. Alors, je sais pas si c'est, mais vraiment, je leur fais un bourrage de crâne qui devront s'entendre toute leur vie. Et ça marche pour l'instant. On verra. On se donne rendez-vous dans 50 ans. C'est ça. D'accord. Et au sujet de la transmission, en fait, est-ce que ta relation avec ta propre mère influence ou pas ta vision de la maternité? Ah bah disons, vaste sujet quand même. Je m'entends très bien avec ma maman et elle a été très présente. Après, je trouve que la maternité, ça nous a pas forcément rapprochés. C'est assez bizarre. Je pense que la maternité, ça rapproche ou ça éloigne. Même si, je l'adore, on se voit tout le temps et tout, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours la même vision. Et alors que moi, je pensais être comme ma mère. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que j'étais pas pareil et que j'avais besoin aussi de faire comme je voulais moi. Alors c'est pour ça que de temps en temps il y a un petit clash. Désolée maman. Mais ouais, et en même temps, je vois tout ce qu'elle m'a appris. Je vois ce qui est génial, mais c'est vrai que ça, moi, je pensais être plus proche d'elle au moment où j'aurais mes enfants. Et finalement, c'est marrant, c'était pas le cas. Au contraire, moi, en fait, elle écoutera pas, je peux le dire. J'avais envie qu'elle garde un rapport, qu'on ait un rapport mère-fille, mais aussi de temps en temps d'adulte, et elle garde quand même un rapport. Ouais. Limite, elle me classe en même temps que mes enfants. C'est-à-dire qu'on est tous ses enfants. Donc voilà. Donc c'est assez étrange parce que par moments j'ai envie de lui dire bah non, je suis adulte, je peux gérer. Et en même temps qu'elle me fasse un câlin, non, maintenant elle fait plus du tout de câlin, elle fait que des câlins à mes enfants. Du coup c'est vrai qu'il y a un espèce de truc qu'il faut gérer parce que, en tout cas dans mon cas, on a rebattu les cartes. Voilà. Ouais. Mais honnêtement, j'adore ma maman, c'est une super maman et c'est une super grand-mère. D'accord. C'est vrai que c'est pas toujours comme on s'attend. Voilà, c'est pas toujours comme on s'attend et puis en plus, je crois que je sais pas, moi j'ai une fille, j'essaie de me projeter des fois. Ouais. Bon, elle est un peu petite, mais moi je me dis c'est vrai que ça doit pas être facile en même temps de voir sa propre fille devenir maman et se positionner, donc c'est intéressant quoi. Et toi ta mère alors? Moi ma mère en fait, j'existe plus. Elle est sur ma fille en fait, c'est une grand-mère. Exactement. Voilà. Donc et de temps en temps, on a envie de rester une fille, par certains côtés oui et par certains côtés. C'est pour ça que j'avoue que je peux être un peu relou. Par certains côtés oui, par certains côtés non. Quand tu vois des photos de ta fille de partout et qu'il y en a plus de toi, t'es là mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, je vais lui offrir un poster de toi. C'était mon intention pour Noël. Tu as bien raison. Et du coup, une autre question en fait que je voulais te poser, c'est au sujet du fameux sentiment de culpabilité qui est assez répandu chez les femmes. Est-ce que toi c'est quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens ou pas? Voilà. Quel est ton rapport à ça? Oui, permanent. Je pense que alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, donc on sait toutes qu'il faut pas qu'on culpabilise trop tout ça. Je pense qu'il est inhérent à nous. On pourra rien faire, on pourra pas lutter. Donc j'essaie de le gérer, on va dire. On est tout le temps tiraillé, c'est comme ça. Alors, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que par exemple l'autre jour, je postais une photo en disant que j'ai raté le premier carnaval de ma fille parce que j'étais en tournage, et je l'ai posté vraiment parce que la photo me faisait rire. J'avais pas à ce moment-là vraiment de culpabilité. J'étais triste plus que de la culpabilité. Ouais. Et tout de suite, les mamans sur Instagram m'ont dit « Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. » Et donc, je trouve que la culpabilité aujourd'hui, justement, est compensée parce qu'il y a plein de femmes autour qui vous disent « C'est pas grave, on est tous dans le même bateau. » Donc, voilà, on avance. Il y a du partage par rapport à ça. Ouais. Oui, je le vis. De temps en temps, honnêtement, ça me pèse. Et je peux en pleurer, tout ça. Mais par contre, il y a des moments aussi où on laisse aller, quoi. Ouais, tu prends du recul pour pas que ça te pourrisse la vie, quoi. Ouais. D'accord. Je voulais aborder avec toi la question de la vie professionnelle, justement. En fait, j'ai lu une interview de toi pour Chic Magazine, à l'époque où ton fils était petit, où tu expliquais ta passion pour ton métier, qui est clairement un métier de passion, et ton côté un peu workaholic, vraiment travailleuse, dont tu parlais tout à l'heure. Et du coup, je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Et je me demandais quel impact la maternité avait eu sur ta vie professionnelle, et qu'est-ce que tu penses aussi plus largement de l'équilibre vie pro, vie perso? Comment tu vis ça? Alors, mesdames, un congé mat, c'est compliqué à gérer dans une vie professionnelle. Et je trouve ça vraiment mal fait qu'au moment où, justement, on va dire, on est à un moment de notre carrière qui est hyper important, c'est-à-dire qu'on n'est plus junior, on accélère, on passe enfin la deuxième pour être reconnu, être performant dans son travail et tout, et puis bam, c'est le moment. Ouais. Parce que t'as 30 ans, 30, 40 la plupart du temps, ou non, ça peut être même 25, mais c'est souvent, je trouve, le moment qui correspond à ta vie pro
où c'est bon, tu sais faire les choses, tu vas pouvoir postuler à l'étape de dessus et bam, tu dois mettre entre parenthèses parce que même si on essaie de travailler jusqu'au bout, il y a un moment où il faut qu'on sorte de l'entreprise. C'est obligatoire. Même si moi, j'ai essayé de grappiller et de pas forcément partir tout de suite en congé mat, tout ça, il faut quand même prendre ce temps-là et c'est important et c'est super ce droit qu'on a. Mais c'est vrai que c'est compliqué, franchement. Et il y a un truc qui m'a aidé, c'est mon mari une fois qui me l'a dit pour la deuxième grossesse, qui m'a dit j'avoue c'est pas facile pour vous ce congé mat. Et voilà. Et ça m'a fait du bien qu'il le reconnaisse, c'est bête. Alors depuis, ça va beaucoup mieux sur cette question-là. Et c'est vrai que c'est dur. Alors après, on vit tout en même temps. Faut se dire que notre vie est remplie et que faut avancer et tout ça. Mais c'est pas facile à gérer. Après, ça se fait. Je trouve qu'on n'est pas pareil, selon les secteurs dans lesquels on travaille, c'est vraiment pas la même chose. Donc on a des secteurs où ça se passe très bien et que c'est prévu. Selon les entreprises, c'est bien prévu, bien admis. Il y a encore du boulot à faire, je pense. Mais oui, c'est un peu le mauvais timing pour les femmes. C'est vrai que c'est une période de la vie en fait où il faut t'as tout gérer. Enfin, tout arrive d'un coup. Et c'est vrai que moi, j'adore travailler. J'adore mes enfants, mais j'adore travailler. Ouais. Et d'ailleurs, c'était drôle, une fois à la maternité de Saint-Cloud, quand j'étais en tournage, j'avais rencontré une mère de famille magnifique, elle était trop belle, et elle allait avoir son 3e enfant, et elle me dit qu'elle était à la maison, et je lui dis, ah là là, vous êtes mon idole. Elle voulait rester à la maison, elle était mère au foyer et tout, et elle me dit, bah non, en fait, vous êtes mon idole. Et en fait, on s'est regardé et c'était trop mignon parce que moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur d'être mère au foyer. Elle trouve que c'est beaucoup plus dur de mener carrière pro et perso. Mais voilà. Donc c'est vrai, c'est des choix, c'est très personnel. Il faut se donner un peu de mal si on a envie de travailler et tracer sa route, faire en fonction, faire au mieux. Mais malheureusement, on va pas beaucoup dormir. C'est ça la conclusion. Ouais, parce que toi, parce que tu pars régulièrement? Je pars 3 jours toutes les 3 semaines. D'accord. Donc c'est bien pour un rythme avec des enfants parce que finalement quand je suis là, je suis vraiment là. Après c'est compliqué par exemple à l'âge de Thelma parce qu'elle comprend pas pourquoi je pars et elle comprend pas combien de dodo je pars. Edgar, il y a pas de problème. Thelma c'est beaucoup plus tendu. Puis c'est des moments de construction, là en ce moment elle est très maman. Donc c'est que quand je suis pas là, elle se rattache effectivement à une autre personne. Autre petit conseil entendu au maternel. Quand vous n'êtes pas là, un enfant, c'est comme... c'est un spécialiste qui avait raconté ça et avait dit c'est comme une borne Wi-Fi en fait. C'est-à-dire qu'il va capter quelle est l'autre borne Wi-Fi sur laquelle il peut se plugger pour avoir un peu d'amour. C'est la même chose. Et donc il faut être assez rassuré quand on est maman parce que c'est vrai que quand je suis là, elle est collée à moi. Mais quand je suis pas là, c'est son père. Alors qu'elle va le rejeter quand je suis là. Mais voilà, donc en fait, les enfants, ils ont tellement besoin d'amour et de communication qu'ils vont s'accrocher à une autre personne. D'accord. Donc, ne vous en faites pas si vous la laissez à quelqu'un, votre mère, votre mari, ça va aller du côté de l'amour en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué ces absences pour le coup à l'âge de Thelma. Après, j'arrive à trouver un équilibre parce que mon mari m'aide beaucoup. Je pense que c'est la clé et j'ai de la chance là-dessus. Il part pas en tournage en fait. Non, lui il est en quotidienne, il est en direct et du coup il peut préparer il prépare aussi les émissions de la maison. Donc ça permet de pouvoir se relayer sur qui va chercher les enfants et on travaille dans le même secteur, il est présentateur de la quotidienne sur France 5. Donc il sait mon rythme de travail, moi je connais le sien. Donc on se parle tous les jours au niveau de l'emploi du temps et chacun en fait va faire moi j'ai un rendez-vous, moi j'ai une réunion, machin. Donc nous par contre on n'a pas du tout une vie linéaire et classique, on est tout le temps en flux tendu, il faut pas qu'il y ait de couac, mais par contre tous les deux on participe, on fait autant l'un que l'autre. Si ce n'est lui un peu plus en ce moment. Donc voilà, non ça c'est vrai que si on va avoir un équilibre vie pro vie perso, il y a 3 possibilités. Enfin en tout cas il faut être aidé, c'est soit son mari, soit ses parents ou beaux-parents, soit une nounou, si on veut pouvoir un peu travailler. Et en fait, tu fais comment la journée? Enfin, Edgar, il va à l'école, Edgar, il est à l'école, à la crèche. Edgar est à l'école, Thelma à la crèche, et on n'a pas de nounou pour le soir. Donc c'est vraiment nous qui gérons. D'accord. Et donc le dîner, la totale. Mais en fait, ça nous permet en fait d'avoir ce break avec les enfants, et après on retravaille souvent derrière. Tu retravailles le soir. Ou sinon, il y en a un qui gère la totale, parce que l'autre est en train de travailler ou est au téléphone, ce genre de choses. Mais voilà, on jongle.
clairement, on jongle. Ouais. Mais c'est possible dans notre couple parce que... Oui, parce que vous avez des horaires qui sont un petit peu fluctuants, ce qui doit pas être simple du coup à gérer comme tu disais, mais par contre c'est pas c'est peut-être plus souple. Et par contre pour mon métier, c'est vrai que c'est compliqué pour moi de partir tout le temps en tournage. Je suis souvent en déplacement, mais je suis obligée de me dire ah là ça quand c'est partir longtemps loin, ça peut être compliqué. Et t'as une petite astuce quand tu pars, je sais pas, tu leur donnes Alors Edgar, Edgar, j'ai fait ça quand je suis justement partie loin. L'année dernière, je suis partie pour France 4 et je suis partie pas mal pour le plein de sensations. Je lui avais mis en fait des images Panini dans des enveloppes avec les jours des enveloppes et j'avais acheté un album et donc tous les soirs il rentrait, il avait une enveloppe avec ces images à coller, ce qui l'occupait un petit peu. Alors je pensais que ça allait l'occuper seul, mais en fait son père était obligé de l'aider, donc c'était pas forcément le bon plan. Il était un tout petit peu jeune pour les images Panini à 4 ans, mais au moins il a eu il a compris la durée. Ça lui a permis d'avoir. Parce que je partais 10 jours, donc c'était long et il fallait qu'il comprenne combien de temps il restait en fonction du nombre d'enveloppes. D'accord. Et sinon il y a bien entendu le sac à bisous. Moi je l'ai jamais fait, mais je sais que beaucoup de gens le font. Vous prenez un papier, vous mettez du rouge à lèvres et vous faites des bisous sur ce papier, vous le découpez. Par exemple, vous partez 7 nuits, vous faites 7 bisous sur un papier, vous découpez les 7 bisous et vous le mettez dans une boîte. Vous le donnez à votre enfant et tous les soirs, il prend un bisou du soir. Et comme ça, il sait combien il reste. Ah, c'est génial, j'avais jamais entendu parler de ça. Pas cher à faire, hein. C'est clair. Et la symbolique est très jolie. Il y a beaucoup d'enfants de parents divorcés, je crois, qui font cette technique-là. Pour comprendre le rythme. Je voulais te poser une autre question, c'était savoir si dans tout ça, dans ta vie très active, si tu parvenais à trouver du temps pour toi. Bah non. Je crois que la réponse est évidente. Si, entre minuit et 2 heures du matin, mais là, il faut que je dorme. Non, mais c'est vrai, c'est hyper dur. Honnêtement, c'est super difficile. Alors, je dirais que moi, je trouve que c'est toujours au bout des 2 ans que j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau. Parce que ça, on n'en a pas parlé. Je sais pas si je l'ai vraiment trop abordé, mais les premiers mois d'Edgar, c'était vraiment dur. Et je le dis juste parce que je pense qu'il y a une énorme solitude des mamans. Alors moi, je l'ai senti sur ma première grossesse. Aujourd'hui, on est très entourés. On a les réseaux sociaux, on a l'impression d'avoir des tonnes de potes, mais on peut se sentir extrêmement seul quand on vient d'accoucher. Moi, je sais que je me mettais plein de dés, je traversais Paris pour aller voir mes copines pour pas changer ma vie d'avant parce que je ne voulais pas changer ma vie d'avant. Et en fait, le truc, c'est que j'étais épuisée et malgré ça, je sais pas pourquoi, je me sentais excessivement seule. Donc, il faut aider les femmes à parler, à s'entraider, tout ça. Et donc du temps pour soi, je trouve qu'on en trouve quand on sort la tête de l'eau. Et pour moi, c'est 2 ans. Alors peut-être que j'ai l'impression qu'il y a d'autres femmes, elles y arrivent mieux parce que leur bébé dort, moi il dormait pas. 2, elles sont peut-être plus aidées. Mais c'est vrai que c'est super dur de se retrouver soi. Donc je dirais pour le corps au bout d'1 an. Et pour avoir du temps à refaire du sport, ce genre de choses, moi, si ça peut vous aider parce que vous êtes en panique, parce que vous n'avez toujours pas retrouvé du temps, moi, c'est pas avant 2 ans de mon enfant. Et qu'est-ce que tu fais du coup quand t'as du temps pour toi ? Quand j'ai du temps pour moi, j'essaie maintenant de me remettre au sport. Donc depuis cette année, j'ai essayé de faire des cours de danse. Et j'ai essayé un truc génial, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu les effets, je vous en parlerai. J'ai essayé le truc en électrostimulation. Et ça, mais si ça marche, c'est une révolution. Étant donné qu'en fait, on vous met une combinaison où on vous met des décharges. C'est horrible, ça paraît barbare. Mais j'étais prête à ça parce que je déteste le sport. Et ça vous permet de faire du sport en 30 minutes, soi-disant, vous faites 1 heure de sport. Donc pour les paresseuses comme moi, les filles qui ont pas envie de refaire leur brushing à chaque fois, qui n'aiment pas transpirer comme moi, enfin les filles qui sont nulles en sport, quoi, ça peut être la super opportunité. Et aussi, ça rejoint ta question, c'est un sport qui te permet de enfin décupler le temps. En fait, c'est ce dont on a besoin quand on est une femme, c'est de trouver du temps. En une demi-heure, tu fais 1 heure. En une demi-heure, t'as fait 1 heure. Putain, mais c'est la promesse magique. Alors, c'est pour ça, je suis pas payée par la marque qui fait ça. Je n'ai pas du tout été même conviée à les tester gratuitement, machin. J'ai payé mes cours. Mais je tiens à le préciser parce que c'est vrai que ça peut faire pub. Et je précise bien que j'ai pas encore les résultats. Mon ventre n'est toujours pas plat. Mais par contre, si ça marche, mais c'est une révolution pour toutes les mamans. Mais ça se fait en institut, en fait. Alors, tu le fais soit en salle de sport. D'accord. Salle de sport spécialisée. Ok. Soit ils viennent chez toi. Tu mets ta combi. Tu dois faire une espèce de mouvement. Tu vois, par exemple, tu fais un squat. Ouais. Comme ça. Tu restes en position et tu comptes jusqu'à 10. Ouais. Et tu relâches. Tu refais ton truc et tu relâches. Et en fait, ça va hyper vite et tu ne te lasses pas parce que tu fais pas les mouvements plus de 8 fois. Ok. Un mouvement est fait genre 8 fois et après tu passes à un autre. D'accord. Et c'est trop marrant parce que du coup, tu souffres sur le moment, clairement. Mais après,
voilà, c'est fait. C'est marrant, tu peux vraiment le caler entre 2 rendez-vous, quoi. Ah ouais. T'as pas su à grosses gouttes. Enfin, c'est assez bizarre comme truc. Enfin, c'est particulier. C'est vraiment le sport un peu futuriste, machin, quoi. Mais, enfin, futuriste, oui et non, parce qu'en fait, c'est le principe de ce qu'on voyait au téléachat. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais. Donc voilà, Sport aujourd'hui c'est élec. marketé. Voilà, c'est sport élec, exactement. Et aujourd'hui c'est marketé différemment, et parce qu'il y a une combi, et ça te fait travailler toutes les zones d'un coup. C'est pas juste les abdos ou juste. Ouais. Bon, je sais pas. Après, je pense que si un prof nous entend, il va hurler parce que je vends peut-être pas bien le truc, mais en tout cas moi, ce que j'ai compris c'est ça. Et si ça marche, ben alors là, moi c'est parfait pour moi, quoi. Je le fais tous les jours, quoi. Parce que je peux trouver le temps, 20 minutes dans ces cas-là, parce que tu te dis, putain, j'ai fait 1 heure de sport aujourd'hui et je suis fière de moi. Tu vois? Ben, D'accord. Donc, ouais, quand t'as du temps, tu fais ça. Ouais, quand j'ai du temps, je fais ça. Et après, quand je veux prendre du temps, et il en faut quand même pour mon mari aussi, je vais au théâtre. D'accord. C'est le truc qui me manque de ma vie d'avant. D'accord. Les sorties au théâtre. Je suis pas du tout concert, je vais jamais à un concert. Mais par contre, le théâtre, c'est une énorme passion. Et sinon, les livres me manquent beaucoup, mais j'arrive pas à lire. Ouais. Et ça, j'essaie en fait plutôt l'été. D'accord. Voilà. Pendant les vacances. Ouais. Et sinon, malheureusement, en fait, je trouve que c'est un peu injuste de mettre tout ça sur le compte de mes enfants, parce que je pense qu'aussi aujourd'hui, toujours pareil, avec les réseaux sociaux, on perd beaucoup de temps sur nos téléphones portables. Et donc, quand j'ai du temps à moi, en fait, je suis sur mon téléphone. Et bon, voilà. Oui, du coup, ça grignote ouais. sur du temps. Donc, les enfants m'ont volé du temps, mais pas seulement eux. D'accord. Une dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as des bons plans ou des inspirations, des choses qui t'ont aidé, que tu pourrais partager avec nous, qui facilitent ta vie de maman au quotidien, ou voilà, des bons plans, des choses que tu as faites avec tes enfants. Enfin, voilà, c'est assez libre. Alors, j'ai pas lu beaucoup de bouquins. J'ai beaucoup regardé les maternelles avant d'être enceinte. Donc, ouais, c'est rigolo. Ouais, après, ça m'a aidé les maternelles parce que du coup, j'étais sur le plateau, donc j'écoutais tout. Mais c'est vrai que cette émission est pour moi la référence, émission importante sur le service public. Et c'est vrai que l'émission Les Maternelles, ça vous donne quand même pas mal de clés pour gérer. Après, au niveau livre, j'ai un livre qui s'appelle Votre enfant de 1 à 3 ans. Il était chez Marabout, il est pas mal. Mais sinon, j'ai un peu fait au feeling, en fait. Honnêtement, faut se faire confiance, essayer de gérer, partager aussi avec les autres parents. Moi, j'aime bien lire sur Instagram des choses. Ouais. Il y a quand même pas mal de mamans qui partagent leur quotidien et ça c'est bien. Et aussi beaucoup de webzines, tout ça. Donc non, après les bons plans à faire, moi je suis assez manuelle, donc quand on est à la maison, on fait quand même pas mal de petites choses. La pâte à modeler, ça marche très bien, vous embêtez pas trop. Et après, sinon en sortie, bon plan à Paris, ça coûte très cher, c'est tellement dommage, il va falloir vraiment faire quelque chose pour ça. Mais à l'aquarium, c'est quand même hyper pratique parce qu'il fait quand même super moche à Paris, donc ça c'est pratique l'aquarium. La niçoise qui parle. Ouais, voilà, c'est ça. À défaut de voir la mer, je vais voir les poissons sous l'eau. Mais c'est vrai que c'est très très cher, ça c'est vraiment embêtant. Et après, non, qu'est-ce que je pourrais donner comme bon plan? Parce que en fait, j'ai l'impression que malheureusement en France, il n'y a pas encore assez de choses kids friendly. C'est ça qui m'embête. Il me semble que j'avais lu, tu parlais du spectacle de Choupi, non? Ah oui. C'est bien, alors ça, moi j'adore aller au théâtre. Merci, ça m'aide. Tu me lances des pistes. J'adore aller au théâtre avec mes enfants. Ouais. Choupi, j'étais allée pour les maternelles et Edgar avait 1 an et 1 mois. Je me suis dit, je vais jamais le tenir, c'est débile. Et en fait, alors très honnêtement, il a pas bougé sur la première partie. Après, vous avez un tout petit entracte et genre le tableau final juste après l'entracte. Le tableau final, je l'ai plus fait debout, mais il a été sage. Et en fait, depuis ce jour-là, je l'emmène très régulièrement voir des spectacles. D'accord. Alors c'est pour moi le truc génial pour les parents parce que moi je m'ennuie pas et lui il l'adore et en plus vous pouvez en profiter pour le prendre sur vos genoux. Alors je sais on paye 2 places et qu'il faut le laisser sur sa place, mais moi j'adore l'avoir sur mes genoux et je passe mon temps à lui faire des bisous. Donc c'est pas mal parce qu'il est captivé, il peut pas vous dire non maman arrête. Et donc c'est parfait. Et je vous conseille vraiment, il y a un spectacle, alors je me souviens plus du nom du metteur en scène, mais au théâtre des Mathurins. D'accord. Et il en a fait un autre de spectacle que j'avais vu au Montparnasse qui s'appelle Le Bossu de Notre-Dame et un autre c'est sur les Chevaliers. Bref, ce metteur en scène est génial parce qu'il arrive à faire des spectacles pour les enfants, donc hyper vivants, et en même temps il y a une deuxième lecture pour les enfants, pour les parents, vous vous marrez. D'accord. Ah ouais. Et ça, sympa. Le théâtre pour enfants, c'est génial. Après, il faut trouver, et puis c'est de temps en temps aussi au créneau des siestes. Alors ça, je comprends pas trop le délire de la programmation, de mettre quelque chose à 14h. Je l'ai pas bien compris. Mais si vous trouvez une pièce de théâtre, et c'est le cas souvent, par exemple, Choupi, je crois qu'ils ont 2 séances, celle de 11h.
parfait. Ouais. Choupi après dodo. Et sinon, j'ai fait ça avec Edgar, mais pas avec Thelma. La piscine, le baby piscine. Ah oui. La baby gym en piscine, aqua gym, voilà. Aqua gym, ouais. Les baby aqua gym. Ça doit être ça, ouais. Et c'est top parce que du coup, ils sont cassés après. Sieste, vous êtes tranquille. Voilà. Et puis c'est un moment, j'ai jamais fait moi, c'est un moment. C'est un moment sympa. Ouais. Après, toi t'es crevé, hein, parce que alors moi j'y allais le dimanche matin, genre à 9h, t'étais à la piscine, mais parce que tu dois aller avec ton bébé qui, moi il marchait pas, t'es en train de le porter, t'as peur de déraper, tu dois mettre le maillot, le machin, le truc pour 20 minutes dans l'eau. Mais en même temps, c'est quand même super mignon. Et de le voir, et puis dans l'eau, ils sont collés contre toi. Enfin, c'est top. Enfin, moi, il était collé parce qu'il avait peur, mais j'y allais pour ça parce qu'il avait assez peur de l'eau. Mais les enfants, ils peuvent aussi s'éclater dans l'eau. Il y a des, enfin, dans la piscine où j'allais, il y avait plein de trucs à dispo, c'est génial. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut aussi vous sauver. Mais il faut être un peu motivé, vous risquez d'être fatigué derrière. Il faut se juger si c'est possible ou pas. Voilà. Non, mais bon, après le parc, hein, ouais, bien sûr. Un bon parc à côté de chez vous et vous faites copine avec les mamans du parc. Ça passe bien. D'accord. Les classiques, quoi, les basiques. Parce qu'en France, on n'a pas encore inventé le super lieu. Ouais. Moi, je suis persuadée de ça. Ouais. Je trouve que T'en as vu ailleurs? Il y a des restos kids friendly. Ouais, à Bruxelles, il y a quand même plus d'espace comme ça. Je trouve en Suède aussi, aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus kids friendly. Je trouve que le resto où tu peux être avec tes potes et avec tes enfants et qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait un bon animateur, un animateur, parce que je dis ça parce que j'ai déjà fait des brunchs où il y avait des magiciens et je trouve ça quand même vraiment bien le côté magicien pour les enfants le dimanche, je sais pas, il y a un truc c'est sympa, ouais. hors du temps, cool. Et voilà, mais à chaque fois il y a eu un truc qui allait pas, soit le lieu était bancal, genre vous avez effectivement un espace enfant mais il faut monter un escalier, donc ton enfant peut descendre de l'escalier donc tu peux pas le laisser en haut, enfin c'est voilà. Ou l'espace est pas assez grand, ou le magicien est top mais la bouffe est dégueulasse, voilà. Donc il y a pas encore eu le Kids concept, Club qui a révolutionné Paris. D'accord. En tout cas, je parle pour les Parisiennes, désolée hein. En région, j'espère qu'il y aura des trucs. En Bordeaux, je crois que ça bouge pas mal. Très bien. Il y a Darwin à Bordeaux. Darwin, c'est génial. Il y a des espaces pour les enfants là-bas. Ouais, Darwin, c'est bouffe bio et un vrai espace enfant, c'est vraiment bien. D'accord. Bon, donc l'appel est lancé pour les Bordelaises ou tout le monde à Bordeaux. Je crois qu'en ce moment tout le monde va habiter Bordeaux, donc. Et pour les porteuses de projets parisiennes. Ouais. Ah oui, aussi. Mais la porteuse parisienne, il faut qu'elle soit avec beaucoup d'argent pour trouver l'espace. Un très grand espace. C'est ça qui est compliqué. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup Carole en tout cas pour cette discussion et pour cet échange. Merci à toi d'être venue jusqu'à moi. Bah écoute, c'était un plaisir et puis voilà, bah n'hésitez pas à regarder Silence ça pousse sur France 5. Ça passe quand? C'est quoi? C'est le vendredi soir à 22h20. D'accord. Et sinon, si vous avez des questions parce que vous êtes en panique, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Des questions de rempotage ou de choses comme ça. Alors pas de rempotage, je suis meilleure sur les questions de maternité, de choix, d'équipement, ce genre de choses, c'est ma spécialité à la base. Mais sinon rempotage, je peux transmettre à Stéphane Marie. Très bien. Bah écoute, merci Carole. Merci à vous. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.